Combien de temps ça va durer? Non. Bonjour. Il va commencer après, Jérôme. On attend qu'il y ait du monde qui arrive. Si tous les entrants peuvent penser à couper leur micro, s'il vous plaît. Il faut que tu coupes le micro. Vous pouvez les couper aussi, Stéphane, directement. Oui, oui. Personne. Que vous êtes l'administrateur. Mais c'est plus rapide. Quelle heure est-il? On peut peut-être commencer d'ici une minute maximum, Jérôme. Okay. Pour les retardataires et aussi pour permettre à ceux qui sont à l'heure de pouvoir apprécier l'échange rapidement. Super. J'arrive, j'entends très bien, mais je n'arrive pas à mettre la caméra. Ah. Edouard, je ne peux rien entendre. Edouard, votre micro est coupé. Ah, ok. Ça y est, il n'est plus coupé. Maintenant, Peut-être qu'on peut commencer, je pense. Comme vous voulez. Allez. C'est parti. Bien. Ceux qui sont à l'heure, et comme ça, on aura plus de temps ensemble. Exactement. Bonsoir à toutes et à tous. En qualité de président national de l'Association France-États-Unis, je suis très heureux de vous savoir connectés pour ce premier webinaire organisé par le siège national de l'Association France-États-Unis. L'Association France-États-Unis, qui a été créée en 1945, il y a 76 ans, se donne pour objectif de maintenir, d'entretenir les liens d'amitié franco-américains sous l'angle culturel, avec l'organisation de conférences, d'expositions et de voyages à thème. À ce jour, plus de 2500 membres participent aux manifestations proposées par les 24 comités répartis sur tout le territoire français. Il est vrai que les rencontres de nos associations locales se faisaient jusqu'alors en présentiel, mais le contexte inédit de la pandémie nous a aussi amené à revoir le cadre de nos activités. Le webinaire de ce soir en est l'illustre exemple. Plusieurs sujets pouvaient être retenus pour ce webinaire. Il suffit de regarder l'actualité américaine. Je pense notamment à la présidence de Joe Biden, à la relation transatlantique et le rôle de l'OTAN, ou bien la traversée d'un modèle de la Statue de la Liberté qui va arriver à New York le 4 juillet prochain. Mais pour ce webinaire, notre attention s'est plutôt portée sur l'actualité du musée d'art moderne de la ville de Paris avec l'exposition intitulée « L'art et la vie » de Joseph et Annie Alberts, qui se tiendra du 10 septembre 2021 jusqu'au 9 janvier 2022. Alors, pour découvrir la vie et l'œuvre de Joseph Alberts, précurseur de l'art optique et inspirateur de l'avant-garde américaine des années 60-70, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Fox-Weber, directeur exécutif de la Fondation Joseph and Annie Alberts, qui est avec nous depuis l'Irlande. Bonsoir, Nicolas. Et Fabrice Ergotte, directeur du Musée d'art moderne de la ville de Paris, depuis son bureau à Paris, à côté d'Edouard Detaille, qui va animer ce webinaire. Sachez que vous avez la possibilité de poser vos questions en utilisant le chat. Edouard fera en sorte de les poser à nos deux invités au cours de la conversation qui va avoir lieu dans quelques secondes.
Et permettez-moi de saluer parmi les personnes connectées quelques amis américains depuis les États-Unis, mais aussi des membres des comités de Nice, Charente-Maritime, Loire-et-Cher, Landes, Touraine, Nantes et Marseille, avec une attention toute particulière à Marie-Juliette Labarre, qui est à l'origine de cette belle rencontre, sans oublier un des membres du comité de Marseille, en la personne de Gérard. Nicolas Weber et Fabrice Argotte, soyez remerciés pour votre participation à ce webinaire qui permet à l'Association France-États-Unis de découvrir la vie et l'œuvre de Joseph et Annie Albers et aussi de lancer ce cycle de webinaires au niveau national. Cher Édouard, la parole est à vous. Merci beaucoup Jérôme et bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints en ligne, en direct de Paris et connectés avec l'Irlande, où j'étais d'ailleurs la semaine dernière avec Nicolas Fox-Weber. Je tiens à remercier tout d'abord Jérôme ainsi que toute son équipe et particulièrement Marie-Juliette de Marseille et Gérard de Taille, par qui tout ça a pu se produire. Et je voudrais remercier aussi particulièrement Fabrice Ergotte et Nicolas Fox-Weber pour leur temps, parce que ce sont des gens très, très occupés et qui ont une vie très remplie. Et je pense notamment à l'actualité des musées en ce moment, qui occupent bien les journées, et aussi avec la Fondation. Vous ne le savez peut-être pas, mais la Fondation Joseph et Annie Albers a fêté en janvier ses 50 ans. Et nous avons une grande activité et on pourra vous en parler un peu plus tard tout à l'heure. Et on va tout de suite commencer d'ailleurs. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaiteriez poser. Je vais pouvoir le faire pour vous. Et ce que je voudrais, pour commencer, rappeler un peu notre échange avec Jérôme, c'était de comprendre la vie de deux artistes, donc ce couple, entre l'Allemagne, avec donc leurs racines et avec leur culture, qui ensuite partent aux États-Unis pour le reste de leur vie et qui ont eu une carrière assez admirable. Et avant cela, pour que vous puissiez bien comprendre qui était Joseph et qui était Annie Albers, j'aimerais te demander, Nick, de pouvoir commencer par raconter un peu qui était Joseph, qui était Annie et leur rencontre dans l'école du Bauhaus en Allemagne. Bien sûr, ça serait un plaisir et je vous remercie tous. C'est une bonne opportunité de parler des deux Albers avant l'exposition qui va avoir lieu au mois de septembre. Il faut commencer avec le Bauhaus. Je ne sais pas combien de vous connaissez déjà le Bauhaus, mais c'était une école expérimentale en Allemagne créée à Weimar. Et en 1920, Joseph Albers, jeune maître de l'école, quelqu'un qui n'avait presque pas un sou, peu de moyens, d'une famille pas pauvre, mais qui n'avait pas beaucoup d'argent, etc. Son père était charpentier, plombier, électricien, toutes les choses comme ça. Et Joseph avait l'idée d'assister à cette école, le Bauhaus. Donc, il est allé à Weimar. C'était très courageux. 2 ans après, 1922, Anneliese Elser-Frieda Fleischmann, une jeune femme de Berlin, d'une famille tout à fait l'opposé de la famille de Joseph. Annie était d'une famille liée avec la grande maison d'édition, la famille Ullstein. Son père avait vendu des meubles, créé des meubles. Il amenait une vie tellement chic à Berlin. Et pour elle, c'était aussi très courageuse d'une autre façon d'aller au Bauhaus parce que elle aurait eu la possibilité
de faire n'importe quoi, d'élever des enfants, de dire à la cuisinière ce qu'il faut manger ce soir et que ça. C'était surtout l'idée de ses parents. Et elle a dit à son père que le Bauhaus avait si je peux le dire, une nouvelle mode. Elle m'a dit, Annie a toujours dit a new style. Et son père a répondu, a new style. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas possible. Nous avons eu déjà la Renaissance, nous avons eu déjà le baroque. Il n'y a pas de possibilité de quelque chose de nouveau. Quand même, Annie a persuadé son père à la permettre d'aller à Weimar et commencer au Bauhaus. Dans les premiers mois à Weimar, les deux se sont rencontrés. Annie était rejetée quand elle essayait d'être admise à l'école, mais Joseph, 11 ans plus âgé qu'elle, a dit qu'il avait envie de l'aider à faire des exercices typiques, des dessins, etc. Donc, elle était admise, elle est entrée dans l'atelier de tissu. Joseph était dans l'atelier de verre et une grande romance a commencé. Une romance qui durait jusqu'à fin de la vie de Joseph en 1976, après 50 ans de mariage. Ensemble, ils n'ont jamais fait un objet d'art ensemble, sauf les œufs de Pâques, mais ils ont toujours travaillé avec les mêmes objectifs, les mêmes croyances, une passion pour les vraies valeurs de l'art. Merci Nick. Alors, du coup, moi j'aimerais que Fabrice nous raconte un peu votre rencontre, parce que c'est vraiment une histoire de rencontre, et comment l'idée de l'exposition est venue, la thématique, et peut-être qu'après on pourra... Je ne sais pas si je suis le seul, mais je ne peux rien entendre. Oui, Édouard, on vous a perdu. On ne vous entend plus. Édouard? Édouard, on ne vous entend plus. Jérôme, est-ce que vous entendez Édouard? Le micro est coupé, Jérôme. Jérôme, votre micro est coupé. Voilà. Édouard? Est-ce que vous nous entendez, Édouard? Alors, oui. On vous entend. Coupez peut-être la vidéo, parce que je crois qu'il y a un petit souci de connexion. Alors, est-ce que Paris est avec nous? A priori, non. On va peut-être mettre un partage d'écran, Stéphane. Je vais projeter la... Jérôme, en attendant que le problème est résolu, oui. Je peux parler un peu plus des Alberts en attendant qu'on résout le problème. Ce n'est pas que je n'ai pas du tout l'envie d'être le seul qui parle. Et là, vous nous entendez? Maintenant, est-ce qu'il est rentré? Alors, apparemment, c'est toujours compliqué avec Paris, donc allez-y, Nicolas. C'est plus facile dans l'ombre d'Irlande, dans la brouarde à côté de la mer, avoir une bonne connexion. Mais comme je vous ai dit, les deux Alberts se sont rencontrés au Bauhaus et
il faut imaginer qu'avec toutes ces différences, il avait autant de choses qu'il aimait faire qui étaient presque les mêmes. Mais Annie m'a dit que le premier Noël qu'elle avait au Bauhaus, Walter Gropius, le grand architecte, le directeur du Bauhaus, était Père Noël. Et elle avait un grand sac de cadeaux et Annie était sûre qu'elle n'allait rien recevoir. Elle n'avait point de confiance en elle-même, surtout en tant que jeune femme. Et il y avait un moment que quand la femme à côté d'elle a fait quelque chose avec son couteau et dit « Annie, c'est toi ». Et ce que c'était un cadeau de Joseph, c'était un imprimé d'un fresco de peintre italienne Giotto, une très, très belle reproduction. Et pour moi, c'est tout à fait parfait qu'un objet de Giotto était le premier objet d'art mutuel, parce que ce n'était pas une question d'être moderne ou contemporain. C'était une question d'être modeste, pleine d'harmonie, avec les belles couleurs, avec le rythme et tout qui marchait ensemble. Donc, je regarde Edouard et Fabrice. Je ne sais pas si ça marche maintenant. Nous avons changé d'appareil. Je ne sais pas si vous nous entendez. C'est parfait. Oui, parfait. On s'excuse, c'est les aléas de la technique, mais le plan B était là. Alors, je crois que Nick a dû finir justement cette première question, j'imagine. Oui. Et ce que je propose, c'est de passer la main à Fabrice et peut-être en commençant par raconter un peu les premiers échanges, la rencontre avec Nick sur la thématique justement de cette exposition. Et peut-être qu'ensuite, on pourra découvrir ce qui a emmené le couple Albers à arriver aux États-Unis et suivre tout leur parcours aux États-Unis depuis Black Mountain, donc en 1933 quand ils sont arrivés, jusqu'à Yale dans le Connecticut en 1950. Donc je te laisse prendre la parole, Fabrice, pour cette rencontre et la thématique de l'exposition. Merci Edouard, merci à tous. Cette exposition, Annie et Joseph Albers, que nous préparons donc et qui ouvrira le 9 septembre prochain, n'aurait certainement pas eu lieu sans la rencontre avec Nick Weber, qui a été Nicolas Fox Weber, qui a été évidemment un élément, je ne dirais pas déclencheur de l'exposition, mais en tout cas incitateur, extrêmement fort pour que cette exposition se fasse. Elle aurait dû se faire beaucoup plus tôt, et en fait, elle a été reportée en raison du confinement. Elle a été reportée aussi parce que entre le moment où j'ai proposé à Nick Weber de faire l'exposition et aujourd'hui, il y a eu d'autres expositions d'Annie Albers qui ont eu lieu, mais principalement, l'exposition vient effectivement de ce que Nicolas Fox Weber porte avec lui depuis qu'il s'occupe de cette fondation, c'est-à-dire en fait une capacité très, très grande à transmettre, je dirais, je crois que le mot n'est pas trop fort, le génie d'Annie et Joseph Albers à travers ses conversations, mais peut-être plus profondément encore, à travers sa conviction profonde, qui est quelque chose auquel je dirais que les personnes qui s'intéressent à l'art, cette conviction, sont particulièrement sensibles. C'est-à-dire que ce qui nous frappe dans les rencontres que nous faisons pour les personnes qui sont dans le monde de l'art, au sens où elles s'intéressent aux œuvres d'art, ce qui est un monde extrêmement inclusif, c'est-à-dire qu'il suffit de s'intéresser aux œuvres pour faire partie de cet univers, de regarder les œuvres dans les musées pour entrer dans cet univers à la fois très vaste et infini, pour se rendre compte que quelqu'un qui croit vraiment en quelque chose porte avec lui une force de conviction qui est très grande. Et je connaissais déjà l'œuvre d'Albers, Joseph Albers surtout. J'avais été extrêmement frappé dans les années 90 par une œuvre qui s'appelle Glove Stretcher, qui est une œuvre que la Fondation Albers a, à cette époque-là, donnée au Centre Pompidou et qui m'avait beaucoup intrigué et beaucoup séduit, qui est une œuvre figurative des Albers de la fin des années 20,
qui sont des tendeurs de gants, présentés comme le titre l'indique, qui sont des mains sur une surface de verre. Et c'est une œuvre qui me paraissait tout à fait unique dans l'histoire de l'art du début du XXe siècle, en même temps incarnant complètement l'enjeu stylistique de ce qu'est cette nouvelle modernité, incarnée par de très grands artistes, qui sont des artistes comme Kandinsky, Mondrian, Malevich, le cubisme et quelques autres artistes. Et je sentais que Albers n'était pas quelqu'un qui reprenait ce que les autres avaient fait, mais était véritablement un artiste, tout en étant plus jeune, qui était un inventeur de quelque chose de tout à fait nouveau. Et je le sentais à travers cette œuvre. Je l'ai ressenti après à travers la conviction que Nick portait avec lui. Et je crois que c'est cette conviction qui a porté, cette reconnaissance, disons, de l'enthousiasme qui a porté nos conversations depuis 10 ans jusqu'à aujourd'hui, et qui a fait que cette exposition s'est faite comme quelque chose qui me paraissait une nécessité, parce que Joseph Albers a été étrangement, et c'est très étrange, peu montré en France. Annie Albers l'a été il y a une vingtaine d'années au Musée des Arts Décoratifs, et ils n'ont jamais eu l'occasion d'être montrés, ni l'un ni l'autre, de manière suffisamment importante pour qu'on ait le sentiment rétrospectif de leur existence. Et la conviction, l'enthousiasme et la connaissance, ce qui est un élément très important pour l'enthousiasme, le savoir est quelque chose de constitutif, disons, de la manière dont on peut aimer les choses, que portait Nick Weber, a fait que cette exposition s'est imposée progressivement comme une nécessité, mais aussi comme pouvant être une des grandes expositions qu'un musée français, parisien, pouvait offrir au public. Et donc, il s'est imposé cette en fait, double monographie avec l'idée, et c'est ce qui explique le sous-titre, que deux grands artistes vivant côte à côte étaient reliés à la fois par leur art, par leur conviction commune, leur vision commune, et aussi séparés, puisque, comme disait Nick, ils n'ont jamais fait d'œuvre ensemble, mais aussi par la vie, parce qu'en fait, ce qui nous rassemble, la première chose qui nous rassemble, c'est de vivre ensemble, de vivre côte à côte et de nous rencontrer. Et je trouvais ça important de montrer à la fois cette rencontre artistique et cette rencontre dans la vie, qui, dans le cas d'Annie et Joseph Albers, sont extrêmement cohérentes. Et donc, cette exposition est fondée sur ce principe qui est aussi une question, c'est qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que cet art, qu'est-ce que c'est que cet art qu'ils ont inventé, qu'ils ont réellement inventé, parce que ce ne sont ni l'un ni l'autre des suiveurs, et finalement, qu'est-ce que la vie avec l'art, qu'est-ce que la vie commune, et comment ça se représente, comment ça peut se figurer à travers cette double rétrospective. Voilà, c'est une longue réponse, mais disons que c'est quelque chose qui me paraît très important, et je suis convaincu que cette exposition sera une exposition historique pour le Musée d'art moderne, parce qu'elle dit quelque chose qui, je crois, n'a jamais été dit dans aucune exposition d'art moderne. C'est justement cette proximité entre l'œuvre d'un artiste, et en l'occurrence deux artistes, et la manière dont une œuvre, dont une vie se développe, et comment ces vies et œuvres se développent ensemble. Et peut-être ce sera d'autant plus lisible que ce sont deux artistes, un homme et une femme, qui ont vécu ensemble et qui ont construit ensemble une œuvre sur une durée très longue, puisqu'ils ont vécu toute leur vie ensemble, aussi longtemps que la vie le leur a permis, en quelque sorte. Merci Fabrice. Je pense qu'on peut maintenant écouter Nicolas Fox-Weber sur justement ce départ un peu précipité, mais quand même à travers des rencontres et des connexions aux États-Unis pour permettre l'arrivée du couple Albers peu après la fermeture du Bauhaus en 1933. Alors, est-ce que tu pourrais, Nick, nous parler de ce moment-là, justement, où le couple a décidé de partir aux États-Unis, et notamment le fait que Joseph ne parlait pas du tout un seul mot d'anglais, donc c'était très difficile de se retrouver dans une université en étant en plus professeur. Bien sûr. Le Bauhaus a commencé à Weimar, en Allemagne, puis il y avait un nouveau Bauhaus dans la ville de Dessau qui est ouverte en 1925. Et en 1932, le gouvernement de Dessau a essayé d'arrêter le Bauhaus, de fermer les portes, tout à fait, parce qu'ils ont arrêté de payer les salaires des maîtres de l'école. Quand même,
quelques professeurs, Joseph parmi eux, a pris la décision de continuer le Bauhaus dans les conditions dures à Berlin. Les Albers se sont déménagés à Berlin et puis, printemps 1933, le Gestapo a fermé les portes du Bauhaus. Mies van der Rohe, qui était le directeur de l'école, était tellement étonné, il est arrivé à l'école et il ne pouvait pas entrer. Et il a parlé quelques jours après avec le principal pour la communication du Troisième Reich. Et ils ont dit à Mies van der Rohe, vous pouvez continuer le Bauhaus, c'est tout à fait possible. Mais je pense qu'ils n'ont pas dit mais, je pense qu'ils ont dit et il faut faire tout sur les goûts de notre gouvernement, sur les objectifs de notre gouvernement. Et Mies van der Rohe a écrit aux autres maîtres, il y en avait 7, je sais parmi eux, comme j'ai déjà dit, et ils ont tous pris la décision de fermer l'école. Ils n'avaient aucune envie de travailler avec le gouvernement fasciste. Et les Albers ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Annie avait des origines juives, mais en tout cas, elle n'est jamais allée au synagogue, elle était baptisée, elle était confirmée dans l'église protestante. Joseph était catholique. Quand même, Annie était très alerte au problème de l'antisémitisme déjà en 1933. Et les deux ont connu ou connaissaient l'architecte Philip Johnson, qui est allé déjà au Bauhaus plusieurs reprises. Il aimait beaucoup tout ce qu'on faisait là-bas. Et Philip a commencé à parler avec Annie et Annie était très fière parce qu'elle venait de refaire son appartement à Berlin avec un sous-sol de linoléum. Et donc, elle a invité Philip à regarder le linoléum. Est-ce que c'est le même mot en français? Oui, linoléum, oui. Je pense que oui, c'était un linoléum blanc très rare en 1933. Et Philip a regardé Annie, qui était quelqu'un tellement sympa, tellement intelligente, intense. Et il a dit, est-ce que tu as envie d'aller aux États-Unis? Elle a répondu, oui, pourquoi pas. Mais elle ne pensait pas que rien allait arriver. Mais 3 semaines après, ils ont reçu un télégramme qu'une nouvelle école expérimentale, Black Mountain College, était créée dans la Caroline du Nord et qu'ils avaient envie d'un professeur qui pouvait réaliser l'objectif que l'art soit la base de toute l'éducation. Et ils ont invité Joseph. Les Albers ont répondu, il y a un problème, Joseph ne parle pas anglais. Les gens de Black Mountain et Philip Johnson surtout a dit, il faut venir en tout cas. Les Albers ne savaient pas où était la Caroline du Nord. Annie m'a dit qu'elle pensait que c'était dans les Philippines, mais ils ont fait un peu de recherche et novembre 1933, les deux sont allés aux États-Unis dans des conditions de luxe parce qu'ils ne le savaient pas, mais ils avaient des patrons à New York, surtout Madame Rockefeller et Monsieur Warburg, qui a acheté les billets de bateau et qui étaient là pour recevoir les Albers. Et est-ce que tu pourrais raconter l'arrivée à New York? Il y a une petite anecdote sur le bateau. Oui, ils n'ont pas vu d'ailleurs la Statue de la Liberté au départ. Je vois ce dont tu parles, c'est que cette première fois, c'était minuit quand le bateau est arrivé parce qu'il y avait une tempête.
et il ne pouvait rien voir. Et Annie était heureuse parce que tout le monde a pris des photographes de Joseph et elle a entendu quelqu'un qui a dit « The wife, let's get the wife too ». Et elle aimait ça, elle aimait cette informalité, cet esprit. Mais c'était presque 30 ans après qu'ils se sont retournés en Europe pour recevoir un prix en Allemagne. Et Joseph avait peur des avions, donc ils ont voyagé en bateau. Et ce deuxième voyage, au moment quand ils ont commencé à arriver à New York, les deux ont regardé le Statue of Liberty. Et Annie m'a dit qu'elle a dit à Joseph, tu sais, Yuppie, il y a des moments dans la vie quand l'art abstrait ne suffit pas. Merci, c'était l'anecdote que je voulais partager, qui montre le courage de ces deux artistes de partir, de tout quitter et de start from zero. C'est démarrer de zéro. C'était aussi une citation que disait Annie. Moi, j'aimerais poser une question à Fabrice maintenant, justement dans la préparation de cette exposition. Et comment qu'est-ce qui t'a paru les éléments les plus importants à partager dans cette exposition qui ont marqué toutes ces transitions, notamment artistiques, parce que leur œuvre a vraiment évolué pour justement mettre en place cette exposition. Bon, c'est de voir que l'exposition montre en fait cette cheminement en quelque sorte en palier, c'est-à-dire où l'œuvre, chacun fait au cours de sa vie des propositions artistiques. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au départ, Joseph commence, alors il a une formation relativement classique, il commence par la figuration, mais il commence vraiment à trouver sa voie en rassemblant des morceaux de verre et en faisant des vitraux à partir de débris de verre et en s'intéressant à la fois la lumière, la couleur et la matière. Et je crois que ce qui peut nous paraître comme une découverte aujourd'hui extrêmement simple, extrêmement élémentaire, est quelque chose qui traverse à la fois sa vie, mais aussi la vie d'Annie Albers, c'est-à-dire cette attention portée aux choses simples, aux choses les plus presque au contraire de la monumentalité de la statue de la liberté, c'est-à-dire les choses qu'on a sous les yeux, les tissus que l'on utilise, les morceaux de verre qu'on met de côté, mais qui ont des propriétés qui sont des propriétés qui quand on les regarde, nous mettent en relation avec quelque chose qui fait partie de la sensation d'exister, qui encourage notre sensation, ou qui en tout cas nous donne un sentiment de vivre qui est plus important. Et je trouve que ce que ces deux artistes ont fait, ce sont des œuvres qui paraissent extrêmement simples dans leur façon d'être faites, c'est-à-dire cette simplicité, on peut l'appeler abstraction, parce qu'elle ne figure pas, ne cherche pas à représenter par des lignes ou par des contours quelque chose dans lequel on reconnaît une figure. Mais cette simplicité, la manière dont ils arrivent à à rassembler les objets, à créer des œuvres, est quelque chose qui est étonnant, qui est surprenant, qui sont comme des surprises visuelles qui vont d'œuvre en œuvre et qui parcourent leurs différentes périodes, le Bauhaus, la période américaine, les années 30, qui sont très importantes. L'exposition nous montre aussi une chose que j'avais entrevue avant, mais qui est quelque chose de très important dans leur œuvre, c'est la photographie, surtout du côté de Joseph Albers, c'est-à-dire cette manière, par la photographie, de s'intéresser aux choses, de s'y intéresser comme un événement qui se répète toujours, qu'il y ait des séries de photographies. On a le sentiment que Joseph ne se contente pas seulement de voir, mais qu'il veut revoir quelque chose pour en tirer tout le meilleur de son existant. Et puis, une chose qui, aux États-Unis, je crois, alors je ne sais pas, il faut que Nick nous dise si c'est une chose qui a vraiment été planifiée ou si c'est une surprise,
c'est la découverte du Mexique et de l'art mexicain, de l'art précolombien, qui est quelque chose qui paraît, disons, dans leur vie commune et dans leur œuvre commune, quelque chose de très important. Alors, je ne sais pas, Nick, quelle a été exactement la place du Mexique, mais après avoir travaillé pendant quelques années, préparé pendant quelques années l'exposition, avoir lu les ouvrages, avoir accompagné Julia Garima, la commissaire de l'exposition, j'ai l'impression que le Mexique a été quand même un moment très important dans leur existence. Est-ce que c'est vrai dans l'existence? Est-ce que c'est vraiment la réalité? C'est tout à fait la vérité. Les deux Alberts sont allés 14 fois en Mexique. Ils ont presque pris leur retraite là-bas. Et ce qu'ils ont dit, c'est qu'en Mexique, l'art est partout. C'est dans tous les objets, les vêtements, l'architecture, mais c'est partout. Alors, Nick, il y a une question qui est demandée au sujet des grandes rencontres aux États-Unis du couple Albers. Quelles ont été les personnes, ou en tous les cas quelques-unes, qui ont été clés dans la carrière et dans l'évolution artistique aussi du couple Albers? Les grandes rencontres, c'est-à-dire avec les autres artistes ou les autres artistes et aussi toutes les personnes qui ont permis, en tous les cas les principales, au couple Albers d'évoluer aux États-Unis en partant de Black Mountain College à l'université de Yale ensuite en 1950. Oui. Tout ce parcours, ils ont rencontré à la fois des artistes américains, mais aussi des personnalités, on va dire ça comme ça, des personnalités américaines. Et est-ce que tu pourrais partager avec nous ces personnes? Quelles sont-elles et quelles ont été ces influences? Mais je pense que ce n'est pas, la réponse que je vais donner n'est pas précisément ce que tu attends, j'imagine. Mais leur rencontre était presque bizarre. C'est-à-dire, ils avaient beaucoup d'amis, pas tellement bien connus. Ça n'avait aucune importance pour Annie et Joseph. Quand ils étaient à Black Mountain, ils n'aimaient pas tellement les artistes comme Jackson Pollock, qui étaient bien connus. Joseph admirait de Kooning, mais pas comme peintre. Mais de temps en temps, ils avaient des rencontres avec des personnes bien connues. Par exemple, il y avait la comédienne Betty Davis. Je ne sais pas si tout le monde connaît les films de Betty Davis, mais il y avait une grande cérémonie à New York en 1965 quand Joseph a reçu une médaille d'une école d'art Skowhegan. Et c'était dans le Plaza Hotel, dans la grande salle, en smoking, un dîner tellement élégante. Et Joseph était assis à côté de Betty Davis, qui était une des patrons. Et il n'avait aucune idée qui elle était. Et il a dit, qui êtes-vous? Et elle a répondu, moi, je suis comédienne. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Et lui et tout le monde autour savait bien tout à fait qui étaient les deux. Mais Joseph a répondu à Betty Davis, moi je suis peintre. Et puis il a dit, est-ce que tu aimes les martinis? Elle a dit, bien sûr. Donc il a dit, donc il faut boire les martinis. Et c'était une très très bonne soirée. Mais les rencontres avec les grandes personnes étaient un peu comme ça. Même quand Joseph a reçu un degree, un honorary degree, un diplôme. Une école de Yale University en 62, le même année que John Kennedy. Je sais que Vladimir Horowitz, le pianiste, a aussi reçu un honneur.
Et Joseph était assis à côté de Horowitz pour un déjeuner. Naturellement, il ne savait pas du tout qui était Horowitz. Il a dit, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, moi, je joue au piano. Et Joseph a dit, ah, vous ne croyez pas que ça. Et Annie était furieuse. Mais c'était très Joseph. Il a dit, oh non, vous jouez les choses qui étaient créées par les autres. Ce n'est pas original. Et est-ce que tu pourrais, pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent, il vivait donc aux États-Unis, mais comment vivait-il? Est-ce que tu peux décrire la maison dans laquelle il vivait, notamment à Orange, et l'effet de tous les visiteurs quand ils arrivaient dans cette maison? Oh, bien sûr, mais moi, il y a quelques semaines, j'étais dans une chambre à l'hôpital et moi, je pensais que c'était exactement comme les pièces et les chambres dans la maison des Alberts, parce que tout était blanc, il n'y avait rien sur les murs, il y avait une austérité totale, tout était très, très facile à nettoyer et ce n'était que simple et modeste. Mais j'ai un souvenir de l'arrivée, c'était en 78, de Jacqueline Onassis. Et c'était après un jour quand elle était avec ma femme pour aller chez les antiquaires dans le Connecticut. Et Catherine, ma femme, et Jackie sont arrivés à la maison des Alberts. Et Jackie était tellement respectueuse d'Annie Alberts et elle regardait la maison et la première chose qu'il a dit à Annie, « Oh, Madame Alberts, moi aussi j'ai habité une maison blanche. » Et puis Annie a posé la question, « Madame Onassis, qu'est-ce que vous pensez du Bauhaus? Est-ce que vous savez ce qui était le Bauhaus? » Jackie a répondu, « Oh, Madame Albert, c'est un tel honneur de faire votre connaissance et d'être proche un peu au Bauhaus. » Et puis, elle regardait le salon où il y avait 3 hommages au carré, c'est les tableaux les plus connus de Joseph. Il y en avait 4 dans le salon et Jackie a dit exactement comme la chapelle de Matisse avance, tout le blanc et puis le couleur. Et je me suis dit, mais comment cette femme est perspectueuse et intelligente parce que personne n'avait dit qu'elle a dû dire ça. C'était une très, très belle rencontre. Merci. Et parlant justement de ces conditions de vie, il y a une autre question, certainement des personnes qui sont allées se promener sur le site de la Fondation. Donc, ces conditions de vie, on le sait, hein, Joseph et Annie étaient particulièrement concernés par les conditions de vie et quelqu'un nous demande pourquoi avoir créé une organisation sœur qui s'appelle le Corsa pour justement aller au Sénégal. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu plus et peut-être dire un peu plus à cette personne qui a posé cette question ce que l'on fait? Bien sûr, c'est grâce à la France que nous avons créé cette organisation. Moi, j'étais à Paris pour écrire la biographie de Le Corbusier et pour faire l'accossage d'une expo d'Annie. Et j'ai pris la connaissance d'un médecin qui m'a dit qu'il travaillait au Sénégal. Je lui ai dit, mais j'ai envie d'y aller avec vous. Je ne sais pas pourquoi, mais ce que Annie Alberts a toujours dit, en anglais, elle a dit, you can go anywhere from anywhere. Tu peux aller n'importe où, de n'importe où. Et en tout cas, je suis allé au Sénégal et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de gens
passionnants, très, très doués à leur travail, qui avaient des besoins d'un peu d'aide de loin. Et donc, on a créé notre organisation pour aider les centres médicaux, puis les écoles. Maintenant, nous avons aussi une résidence d'artistes. Nous avons fait construire un pédiatre, une maternité dans l'hôpital dans la ville de Tambacounda. Et c'est principalement avec l'argent gagné grâce aux Alberts. Et les Alberts croyaient beaucoup dans l'idée de l'apparence d'un minimum d'efforts et un maximum d'effect. Et au Sénégal, nous pouvons faire beaucoup de choses avec peu de moyens, dans la simplicité et être très efficace. Ça, c'est très Alberts. Et aussi, ils étaient des gens de compassion qui avaient envie que les autres pouvaient profiter de la vie. Et nous essayons dans tous nos projets au Sénégal, avec notre organisation, le Corsa, à améliorer des conditions de la vie et aussi de donner plaisir. Le plaisir de l'art qui était fondamental pour Annie et Joseph. Merci. Est-ce que tu aurais des questions à poser à Nick? J'en ai une dernière. Nick, comment es-tu passé, comment est venue l'idée de faire quelque chose en Afrique à partir de cette fondation finalement très américaine ou très européano-américaine? Comment as-tu eu l'idée finalement de faire la fondation et comment peut-on expliquer qu'une fondation artistique se projette en Afrique et se développe de cette manière-là? C'est une question qui n'est peut-être pas si évidente que ça. Une réponse ne paraît pas si évidente que ça. Fabrice, je suis allé avec un dermatologue parisien, Gilles Degois, et il avait avec lui une duffel plein de la sang pour les raisons médicales. Moi, j'avais un grand sac avec les brosses à dents et la pâte dentifrice pour les enfants. Nous sommes arrivés au Sénégal parce que Louis, il dirigeait déjà une organisation qu'il avait créée qui s'appelait le Kinkeliba, qui travaillait au Sénégal. Et j'ai vu qu'on pourrait être très efficace directement. On peut donner les brosses à dents à 250 enfants où ce serait la première fois qu'ils pouvaient brosser les dents, les choses comme ça. Et Gilles a donné le sang qui était essentiel à l'hôpital de Tambacounda. Et tout était tellement clair, immédiat et en même temps beau que j'ai dit au fin de ce premier voyage, j'ai envie d'essayer de trouver un peu d'argent pour aider ce que tu fais ici, pour l'aider au Sénégal. Bon, on connaît le monde d'art. Il y a une grande inégalité. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont l'argent à dépenser. Et en revanche, par exemple, hier, j'ai parlé avec un médecin sénégalais qui travaille 12 heures par jour, 6 jours par semaine et qui gagne 700 € par mois. C'est une inégalité que personnellement, je trouve pas nécessaire. Et si on a de la chance, on peut faire des choses pour améliorer la situation. Et c'est un peu comme ça, il n'y a pas une raison très logique. Je ne peux pas dire, bon, j'ai pris la décision de faire ça pour les raisons suivantes. C'était plus spontané, dans le sens de Joseph qui a dit toujours, il faut répondre en situation. On ne peut pas rester fixe sans rien faire. Par exemple, quand on a commencé notre programme aujourd'hui et les choses techniques ne fonctionnaient pas,
J'ai dit à Jérôme, en attendant, est-ce que je peux blabla? Et il a dit oui, mais pour moi, il fallait répondre dans une situation inattendue. Et de temps en temps, c'est la façon dans laquelle les Alberts ont fait l'art et de temps en temps la façon dans laquelle nous vivons. Tu veux dire que tu penses qu'il existe un lien très fort entre l'art et l'éthique? C'est exceptionnel ce que tu venais de dire. Je suis tout à fait d'accord. Et tu es tombé sur le principe le plus important de tout pour Joseph et Annie. Alors peut-être, là, il y a une autre question d'une personne qui aurait aimé un peu plus découvrir. Donc là, on quitte le Sénégal, mais en fait, c'est pour découvrir plus les œuvres, les grandes œuvres qui seront présentées à l'exposition. Alors, je ne sais pas si Jérôme et Stéphane peuvent mettre le partage d'écran et la présentation, mais c'est de justement parcourir un peu les grandes œuvres. Je pense notamment au début de l'exposition, tu parlais de travail de verre tout à l'heure avec Parc, et toutes ces œuvres qui tracent un peu les grandes réalisations d'Annie et Joseph, Six Prayers, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc peut-être qu'on peut éventuellement en parler. Alors là, c'est très bien du coup, parce qu'on peut commencer par cette image. Je te laisse en parler peut-être, Nick. Mais ce qu'on regarde maintenant, ce sont les meubles de Joseph, et il y a beaucoup de choses dans cette exposition à Paris qui n'étaient jamais exposées jusqu'à maintenant. Voilà. Par exemple, Edouard, tu as parlé de Parc, une œuvre de verre magnifique de Joseph. Ce n'était pas dans la grande exposition de Joseph à Solomon Guggenheim pour son centenaire, parce que c'était dans une collection privée. Maintenant, on aurait la possibilité de le voir à Paris. Et on a perdu l'image. Oui, ça, c'est ce qu'on regarde, c'est surtout les reproductions de meubles et en même temps les originaux des choses que Joseph a fait pour le Bauhaus à Weimar en 1923. Alors ensuite, je voudrais que Jérôme clique sur pas l'image de Joseph et d'Annie, mais plutôt voilà celle-ci qui s'appelle Open Letters, qui est une œuvre très importante d'Annie. Peut-être que Nick, tu peux en dire quelques mots, et ensuite on regardera celle d'après, Six Prayers, qui demande notamment une installation très particulière et qui a une histoire aussi derrière. Annie était fascinée par la langue, et surtout la langue sans parole, la communication, pas tout à fait littéraire, pas tout à fait écrit, mais les choses plus difficiles à comprendre. Ce n'est pas par hasard qu'elle était très amie avec John Cage, de qui j'ai aussi pris connaissance chez elle, parce que John aussi s'intéressait beaucoup dans les formes de communication très originaux. Elle a donné le nom Open Letter à ce tapis, et avec le fil blanc et noir, elle a créé un sens d'infinité, un sens de communication sans arrêt, de plusieurs humeurs, et aussi il y a des choses étonnantes. Dès qu'on regarde ce tapis, on pense au commencement que ce n'est que blanc et noir, et puis on regarde qu'il y a un peu de couleur d'orange. Annie aimait beaucoup les choses étonnantes. Alors, et peut-être qu'on peut voir celle d'après. Et puis, Six Prayers, Annie, en 64,
il y avait un patron d'art, viraliste, qui avait l'idée d'une quelque chose dans l'honneur de 6 millions de morts des morts juifs pendant la guerre. Et Annie s'est posé la question, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Et enfin, il a fait ces 6 panneaux. Et moi, je pense que c'est exceptionnel parce que quand on les regarde et dans l'exposition, vous allez avoir cette possibilité d'être en face de ces tapis magnifiques parce qu'on peut presque entendre les voix. On a l'impression des millions de personnes, des liens entre les personnes, de la vie elle-même. Alors peut-être qu'on peut descendre un peu plus, Jérôme. Il y a quelques œuvres. Je voudrais m'arrêter sur l'hommage au carré, à côté des dessins aussi. Fabrice, tu parlais tout à l'heure de l'importance, et ça, je pense que c'est très, très important dans l'exposition de découvrir toute la partie photographique. Mais peut-être, je te laisse parler des hommages au carré, peut-être aussi une anecdote sur les hommages. Quand Annie a présenté pour la première fois, Joseph a présenté pour la première fois à Annie un hommage au carré. Tu veux que je réponde, Edouard, à ce qu'elle a dit? Parce qu'elle Oui. m'a dit que quand il a fait ce premier hommage à Carré, elle a dit, oh mon Dieu, Joseph, les œufs de Pâques, maintenant, nous n'allons avoir rien. Et la retraite ne serait pas possible. C'était quand il avait 62 ans, dans l'année 50, et il fallait avoir des gens très, très perspicaces pour acheter les premiers hommages au carré, qui sont maintenant devenus des objets d'une valeur financière qui n'était pas le principal pour Joseph, quand même il en aurait pris plaisir. Mais ce que j'aime ici, c'est cet hommage à côté d'un dessin. Après la mort de Joseph, j'étais chargé par Annie à faire le ménage d'une cave, d'une réserve. Et dans ce réserve, j'ai découvert 150 dessins de Joseph qu'il a fait avant d'aller au Bauhaus. Et il les a gardés toujours, mais il n'était jamais montré pendant sa vie. Et on peut voir que c'est en principe la même chose que l'hommage à Carré, parce que tout est simple, tout est raffiné, on voit 4 couleurs, on voit 4, je ne sais pas le mot pour goose en français, mais 4 oiseaux pareils. Couche, 4 oiseaux. Un oiseau. Ah non, ce sont des oies. Oui, oies. C'est le mot. C'est le mot. Quatre oies, on les voit comme individuaux, mais aussi ensemble. Et ça, c'est le même objectif avec les hommages au carré. Merci beaucoup, Nick. Et écoutez, on a un petit peu dépassé l'heure prévue. Je voudrais te remercier, Fabrice, et remercier Nick, ainsi que l'association France-États-Unis avec Jérôme, Marie-Juliette et toute l'équipe, d'avoir pu organiser ce webinaire, le premier webinaire de l'association, et vous remercier tous d'avoir participé à ce webinaire. On vous donne évidemment rendez-vous le 10 septembre prochain pour l'ouverture au public de l'exposition qui va durer assez longtemps, jusqu'au 9 janvier 2022. Et je vous invite à y passer du temps et à découvrir aussi, si vous aimez aussi toutes les anecdotes et la vie du couple, un livre qui est paru chez Phaidon, Equal and Unequal, qu'on traduit égaux et inégaux. Ça aussi, c'est une autre histoire. La seule œuvre qui s'appelle Égaux et inégaux, qui était dans la chambre d'Annie. Voilà, et qui traverse toute la vie artistique du couple, étant la première monographie du couple. Il y aura encore beaucoup d'autres choses cette année en actualité de la Fondation,
Mais je vous invite aussi à découvrir toutes les expositions du Musée d'Art moderne, car vous avez plusieurs salles. Il y a la collection permanente aussi, et qui va d'ailleurs bientôt accueillir de nouvelles œuvres. Voilà, donc, merci beaucoup. Est-ce que tu veux… Merci Edouard, merci à tous d'avoir participé à ce NIC. C'est un peu étrange, il fait très chaud à Paris. Je ne sais pas quelle température il fait en Irlande. Et ici, nous avons dépassé les 30 degrés, ce qui pour un mi-juin est quand même assez exceptionnel. Alors, en Irlande, aujourd'hui, elle a dépassé 13 degrés. Oh. Un grand merci. Merci beaucoup, Jérôme. Et, merci à vous, Nicolas. Merci à vous, Fabrice, et à Edouard pour ce partage. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont connectées, qui ont accepté l'invitation de ce premier webinaire. C'était aussi une première pour nos participants dans le contexte, on va dire, webinaire digital. Et donc, passez une très bonne soirée et je vous dis à la rentrée pour un deuxième webinaire. Pour l'instant, je garde le sujet secret, mais il sera bientôt dévoilé dans quelques semaines. Passez une très belle soirée. Un grand merci de nouveau et bon succès à cette exposition et bon vent à la Fondation par rapport à ses projets, notamment au Sénégal. Merci infiniment. Merci, Jérôme. Au revoir. Merci. Au revoir.